Bonsoir à tous. Donc on m'a demandé de parler de la question de l'épuisement professionnel, si on veut, mais c'est l'épuisement, je préfère en parler dans le terme de l'épuisement tout court, parce que c'est le même individu qui soit chez lui ou au travail finalement, et c'est l'épuisement de l'ensemble de ses fonctions. Alors quand on est médecin, on est confronté à trois choses assez finalement compliquées pour la majorité des gens dans la population générale, que sont la maladie, la mort et parler en public. En fait, si vous posez la question en population générale, parler en public, c'est presque aussi fait peur que la maladie ou la mort. Et parler en public ce soir, c'est, vous l'avez fait, on va le faire, pour un peu relayer l'information de nos collègues qui finalement ne parlent pas trop à leurs proches de ce qu'ils sont en train d'endurer. Alors la question, pourquoi c'est important, comme ça vient d'être dit, parce qu'il y a derrière des situations graves de mort, de suicide. Il n'y a pas un pays qui soit épargné, il suffit de regarder à travers les réseaux sociaux, dans différents blogs. La prévalence a été citée, la dépression, en moyenne à travers partout, tous les pays, de 20% pour les étudiants en médecine, avec des taux de suicide qui sont importants. Donc c'est une question sérieuse, mais pourquoi ils n'en disent rien? Pourquoi, à votre avis? C'est complexe. J'ai retenu ici 3 éléments qui me paraissent importants. Le premier, c'est la honte. Voilà. Parce que, par fierté peut-être, parce qu'on est médecin et que c'est compliqué d'aller contacter un psychiatre, un collègue. C'est pas aussi simple que d'aller voir un rhumato ou une autre spécialité. Il y a une question de honte. Il y a aussi une question, on n'est pas éduqué à le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas éduqué à aller voir un psychiatre parce qu'il y a toute une connotation, toute une stigmatisation autour de ça. La deuxième chose, c'est à qui doit-on s'adresser? On ne sait pas. En ville, à l'hôpital, un psychologue, un psychiatre, c'est compliqué, on n'y comprend rien. Je suis d'accord. Et en plus, les délais sont longs, donc c'est compliqué, donc on ne sait pas à qui s'adresser. Et la troisième chose qui fait que la personne s'isole, c'est le sentiment d'impasse. C'est-à-dire que la personne, à ce moment-là, au moment où elle va passer à l'acte, elle a l'impression qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Et peut-être que le dispositif va apporter au moins la possibilité de dire à la personne, attention, il y a peut-être une petite lumière au fond du tunnel, peut-être il y a une possibilité d'ouvrir une alternative. Alors, l'épuisement. L'épuisement, c'est, de façon assez simple, c'est quand on n'en peut plus. C'est, il n'y a plus l'énergie, il n'y a plus la motivation, il n'y a pas les ressources à mobiliser et tout ce qu'on a d'habitude déployé comme capacité d'adaptation, de faire face, sont en échec. Donc c'est un état avant tout émotionnel. Les paramètres sont divers, je ne vais pas rentrer dans les différents paramètres parce qu'il y a le côté professionnel, mais aussi souvent, il y a aussi des défaillances dans le côté personnel. En tout cas, ce qu'on observe, c'est de la fatigue, manque d'intérêt, frustration, et du coup, ça commence à perturber le fonctionnement, entre autres professionnel, c'est là où ça se voit le mieux, et souvent en lien avec des stress, parfois professionnels, d'avoir de l'harcèlement, d'être maltraité, on ne parle pas assez bien, on ne considère pas assez bien, on ne reconnaît pas assez bien le travail d'une telle ou telle personne. Donc l'apparition, c'est plutôt progressif, assez insidieux, avec ce sentiment d'être vidé émotionnellement. C'est-à-dire que de plus ressentir les choses, de plus, il est mort, oui, c'est une bonne naissance, ça s'est bien passé, une bonne nouvelle, tout est pareil, il y a plutôt une sorte d'anesthésie qui s'installe, on ne ressent plus les choses comme d'habitude, une sorte de déshumanisation du ressenti, des relations aux autres, et puis l'impression de ne pas pouvoir accomplir, de ne pas pouvoir s'accomplir. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très difficiles, mais si y a la motivation, la reconnaissance et le plaisir,
finalement, on s'accomplit, on est heureux. Mais si c'est une chose minime, mais c'est sous la contrainte, vous voyez, quand vos parents vous ont demandé de débarrasser la table, alors que c'est le jour où vous n'aviez pas envie, il n'y a pas la motivation, il n'y a pas l'envie, il y a la frustration. En plus, on m'humilie à débarrasser la table. Donc il y a une grande frustration. Alors ce qui va vous intéresser, c'est peut-être les premiers symptômes, c'est-à-dire que le début de ce syndrome d'épuisement, souvent c'est la fatigue et les insomnies. Une fatigue un peu physique, comme ça, une sorte d'abattement comme ça, et des insomnies où on se réveille et on pense au travail, où on pense à ce qui ne va pas, on pense aux soucis. Ce n'est pas d'autres types où on ressasse des choses négatives. On se réveille en lien avec le stress, et donc des réveils répétés dans la nuit, parfois une somatisation, des céphalées, une négligence physique, parfois l'appétit, mais ce n'est pas ce qui est le plus marquant. Et parfois des accidents, pour ceux qui ont une technicité peut-être dans le travail, manipulés, laboratoire, un petit accident, des imprudences qui peuvent refléter le manque d'attention, le manque de concentration, parce que la personne est absorbée dans des idées négatives. De point de vue psychique, vous voyez que les premiers symptômes, c'est quand même physique. Il y a une frustration, il y a cet émoussement affectif, mais il y a aussi le manque de motivation qui peut s'installer, tristesse, anxiété, irritabilité. Parfois, on se reproche, on se dévalorise, on dit qu'on ne vaut rien. C'est vrai que ce qu'on nous dit, c'est peut-être vrai, ainsi de suite. Donc, il y a, premier signe, ça résulte dans manque de plaisir de faire ce qu'on aime bien faire d'habitude, manque de plaisir d'aller au travail, ou en tout cas une petite comme ça, boule au ventre le matin quand on se lève. Donc, début par des signes discrets, parfois des signes de manque d'attention, de concentration, ou ce qu'on appelle parfois, les santé publiques connaissent bien ça, le présentéisme. C'est-à-dire on est présent au travail, mais on traîne, on ne fait pas grand-chose, on a du mal à faire tout ce qu'on est supposé faire. Ce n'était pas par rapport à la définition. La diminution de la rentabilité, la fatigabilité et finalement aussi la minimisation. C'est pas forcément, ils ne sont pas à se plaindre du surmenagement en disant c'est que c'est soi-même qui ne sommes pas en capacité d'assurer ce qu'on est supposé assurer. Alors les facteurs de risque, si on doit en nommer quelques-uns, il y en a plusieurs. En fait, l'âge, c'est plutôt l'expérience qui est importante, mais sinon l'âge n'est pas forcément un facteur de protection. Les femmes sont plus à risque. Le statut familial, en fait, être marié avec des enfants, c'est pas bien pour ça, pour le surmenage, parce qu'il y a des facteurs de surmenage à la maison, les personnalités anxieuses, dépendantes, les histoires personnelles, et puis il y a tous les facteurs environnementaux, mais qu'on peut retrouver essentiellement, on peut assister sur le manque d'équité, sentiment d'injustice, sentiment qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur. C'est-à-dire si on pointe une défaillance mais qu'elle est justifiée et qu'on le dit gentiment, c'est mieux accepté que si on pointe quelque chose à tort, qu'il n'y a pas d'équité par rapport à l'ensemble du fonctionnement. Et il y a des facteurs de personnalité, on l'a dit, peut-être les plus performants parmi nous, les meilleurs médecins parmi nous, c'est les pires, les plus à risque. Parce que plus vous êtes altruiste, plus vous êtes anxieux pour votre travail, perfectionniste, plus vous avez envie de plaire à tout le monde, de décevoir personne, c'est là où, moi je l'ai appris sur le tard, de savoir déplaire. C'est un plaisir puissant, de pouvoir dire non ou de déplaire, tout en l'assumant. Et c'est pas évident de faire cela, parce que souvent, en tant que médecin, on a une forte exigence par rapport à soi-même, et on ne veut pas se décevoir, et encore moins décevoir les autres. Donc l'épuisement du médecin, contrairement à la dépression, c'est intéressant, il y a une sorte d'amélioration quand on n'est pas au travail, en début de vacances, mais 4-5 jours avant la fin des vacances, 4-5 jours avant de reprise de travail, les personnes commencent à redécrire la reprise de ces symptômes-là.
bien sûr, c'est ce qu'on vient de dire, l'idée même, la fatigue apparaît à l'idée même parfois de la reprise de travail. Je ne vais pas faire d'intervention sur le sujet des soins qu'on peut apporter, mais juste pour dire, le message est d'apprendre à chacun, et c'est de la prévention, apprendre soi de soi-même, de se respecter, de prendre soin de soi-même, d'avoir un équilibre, c'est des choses assez basiques, mais n'empêche, il y a un équilibre à respecter entre vie professionnelle et personnelle, rechercher le soutien, donc consulter, peut-être dans un deuxième temps, et ça ne suffit pas de consulter, parce qu'après, il faut appliquer les choses, il faut adapter son environnement, son mode de vie, ses relations à soi-même, aux autres, à ses proches et à ses modalités de travail, pour arriver à cette notion dont on parle beaucoup, la notion de bien-être. Alors si on se réfère à la notion, c'est pas des plus anciens, je dirais c'est encore plus ancien, choisir un travail que vous aimez, que vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est vrai, mais dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que même si vous aimez très bien votre travail et qu'il y a quelqu'un qui vous harcèle, quelqu'un qui vous emmerde, excusez du mot, vous harcèle, dans un état complet de bien-être physique, mental et social, c'est pas facile non plus à l'atteindre, mais il y a quelque chose entre prenez soin de vous, prenez soin de vos collègues au travail et prenez soin ensuite de vos patients. Je vous remercie.